Bonsoir. Selon les statistiques au Cameroun, une femme sur 3 a été victime de violences physiques ou sexuelles dans sa vie. Ingénieux qui pourrait nous dire de façon claire et spécifique à quel moment l'amour bascule à la haine. Après les « je t'aime passionnellement », doit-on nécessairement passer à la haine? Et cette haine doit-elle se traduire par la violence? Les chiffres de violence basés sur le genre vont croissant et font froid dans le dos. Pour le mois de mars dernier, l'on a dénombré 7 décès en 34 jours. Quelques jours après, nous avons vécu l'eau avec horreur et stupeur, la boucherie de Nanga et Boko. Au regard de la montée de ce fléau, l'opinion crie aujourd'hui à la banalisation de la situation. Les études montrent que les auteurs de ces crimes sont pour la plupart des hommes, bien que certaines cultures légitimisent la violence comme étant une preuve d'amour. Les défenseurs des droits des femmes dénoncent la corruption des magistrats. Les auteurs de ces actes sont rarement trouvés et jugés, ou encore les enquêtes qui n'aboutissent pas, avec un autre point non négligeable, les femmes accusées d'être la cause des violences qu'elles subissent. On en parle dans un instant, et pour éclairer notre lanterne, qui mieux qu'une femme? Elle est membre de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, point focal genre. Elle a touché du doigt ces situations et rédigé de nombreux rapports y relatifs. Avec elle, nous reviendrons sur les statistiques, les raisons évoquées, le cadre légal encadrant les victimes de violences sur le genre, ainsi que la stratégie mise sur pied par la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Émilie Carole Adjomoela est assise ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Oriane, je suis heureuse d'être là pour parler d'une question aussi préoccupante, poignante et vraiment qui touche au plus profond de l'humanité de la femme. Et j'espère qu'il y a de nombreux téléspectateurs à l'écoute pour que nous puissions clarifier les concepts, le cadre légal, afin que nul n'en ignore que les violences basées sur le genre sont une atteinte aux droits de l'homme. D'accord. Heureusement que nous vous avons devant nous. Alors, nous allons commencer par un aspect didactique, si vous le voulez bien. Il est commun d'entendre de part et d'autre de nombreuses expressions relatives à la violence, aux violences faites basées sur le genre. Alors, de plus en plus, on lit à gauche et à droite féminicide. Est-ce que, quand on dit féminicide, ça veut dire violence basée sur le genre? Ou alors, est-ce qu'il y a des similitudes? Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà entre ces deux expressions-là? Oui, pour parler d'un sujet, il faut bien comprendre le sens des termes pour ne pas créer des confusions. Le genre, qu'est-ce que c'est? Le genre, c'est une construction sociale, une façon de répartir les rôles dans la société qui donne une certaine place aux hommes et une autre aux femmes. Le genre dépend de la société dans laquelle on se trouve et de l'époque où nous sommes. Ça veut dire qu'il peut changer avec le temps. Maintenant, féminicide, c'est bien entendu des meurtres qui sont perpétrés sur des personnes de sexe féminin. Il s'agirait d'une violence basée sur le genre si ces personnes sont tuées en leur qualité de femmes. C'est-à-dire que dans la même situation, toutes les conditions étant réunies par ailleurs, si ça avait été des hommes, ils n'auraient pas été tués. Et c'est parce qu'elles sont des femmes et qu'elles vivent une certaine vulnérabilité vis-à-vis de leurs bourreaux qu'elles ont été tuées. Donc les féminicides sont des violences basées sur le genre, dirigées vers les femmes. Mais est-ce que lorsqu'on entend votre explication, on peut se dire qu'il y a féminicide au Cameroun en ce moment? Il y a effectivement des féminicides au Cameroun en ce moment parce que nous avons de nombreux cas où des femmes sont tuées, dans la plupart des cas par leur partenaire de vie, des conjoints dans une union légalisée ou non, et elles sont tuées comme résultat de n'avoir pas, parce que nous avons dit le genre, c'est lorsque il y a des rôles sociaux. Donc comme résultat de n'avoir pas, selon la perception de l'auteur de ce crime, joué le rôle qui était attendu d'elle en tant que femme. Et donc,
chaque fois que nous avons ce genre de situation, on peut dire qu'il y a féminicide. Vous avez évoqué le cas de Nangaï Boko, où une jeune dame, selon les informations qui nous sont parvenues, bien que les enquêtes soient encore en cours, a été égorgée, elle ainsi que ses enfants et les autres personnes qui résidaient avec elle, prétendument. Donc le coupable présumé serait son compagnon. Ils se sont séparés en mauvais termes et celui-ci serait revenu pour l'éliminer. Vous voyez bien que c'est dans sa posture de femme, d'ancienne compagne ou d'ex, comme nous disons vulgairement dans notre société, qu'elle a subi ces représailles. D'accord. Toujours dans la définition des termes, violence fondée sur les femmes, violence faite aux femmes. Similitude, différence ou qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, je dirais plutôt pour ajuster les termes, violence basée sur le genre et violence faite aux femmes. D'accord. Voilà. Les violences basées sur le genre seraient donc les violences qui sont dirigées contre un individu en raison de son appartenance à un groupe sexuel. Et ces violences peuvent être physiques, psychologiques, économiques même. Elles peuvent être le fait de priver la personne de sa liberté, le fait de priver cette personne d'une opportunité, etc. Donc c'est ça les violences basées sur le genre, en raison de l'appartenance à un genre. Mais pourquoi est-ce que au départ on parle de violences basées sur le genre et plus souvent on parle de violences faites aux femmes? C'est que au regard des phénomènes vécus, des statistiques qui existent, la plupart du temps, les violences basées sur le genre sont dirigées contre les femmes. Donc, en proportion, les femmes sont plus souvent victimes de violences basées sur le genre. Elles sont malmenées en raison de leur faiblesse comme femmes. On leur refuse certaines opportunités parce qu'elles sont des femmes et on leur inflige des mauvais traitements parce qu'elles sont des femmes. C'est pour ça que dans le langage lié à la question des violences basées sur le genre, on se retrouve en train d'utiliser indifféremment la violence basée sur le genre ou la violence faite aux femmes. Faite aux femmes. Très bien, c'est bien compris. Alors, tout à l'heure, vous nous avez bien expliqué, dans violence, on comprend que ce n'est pas que physique, parce qu'il y a morale, émotionnelle, même financière, économique. Alors, est-ce que on comprend bien que c'est catégorisé? Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer? Oui. Parce que finalement, on risque de nous dire que tout est violence. De dire simplement non à sa femme, elle pourrait dire que c'est une violence. Peut-être qu'il faut bien encadrer chacune de ces expressions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une violence? La violence est tout acte destiné à causer du tort sur le plan physique ou émotionnel à la personne. Et bien entendu, cet acte est posé contre son consentement. La violence peut inclure le fait de priver quelqu'un de liberté et la violence peut être perpétrée dans le cadre privé comme dans un cadre public. Bon. Si nous sommes d'accord que c'est dans ce cadre que nous situons la violence, maintenant, quels sont les différents types de violences? Ils ont déjà été catégorisés par le système des Nations Unies. Et il y a le viol. Comprenez-moi bien, le viol est un type de violence à part. D'accord. Et il y a la violence physique, la violence émotionnelle, la violence économique et l'interdiction ou alors le refus d'accès aux ressources. Voilà les 6 types. J'en ai oublié un, les mariages précoces, qui sont aussi un type à part. Voilà les 6 types de violences. Si je peux me reprendre, le viol, les violences économiques, les violences physiques, les violences émotionnelles, les mariages précoces et le refus d'accès aux ressources. C'est comme ça que cela a été catégorisé. Bien que le viol soit une violence physique, parce qu'il y a atteinte au corps de la personne, le fait qu'il y ait en même temps des atteintes émotionnelles, parce que ça a un lourd bagage psychologique, le système des Nations Unies a jugé bon de faire du viol un type de violence à part, pour ne pas le mettre en même temps comme violence physique ou violence psychologique. C'est la même chose avec les mariages précoces ou les mariages d'enfants qui sont en même temps psychologiques et physiques, mais on en fait un type à part. Alors, sachant que vous êtes en permanence sur le terrain et que vous traitez
de ce type de sujet au quotidien, quelle est la raison très souvent avancée par les victimes ou par les auteurs de ces violences-là? Toujours pour mieux situer le sujet, il y a des causes connues pour les violences basées sur le genre. Il s'agit d'abord de l'environnement. Nous avons dit que le genre est une construction sociale. Donc, en fonction de l'environnement, de la société dans laquelle on a grandi, on reçoit des aînés une vision de la société qui nous apprend que il est normal pour un homme qui est mécontent, excusez-nous de prendre des exemples sur les hommes, qui est mécontent de gifler sa compagne. Et que d'ailleurs même, c'est une attitude valorisante. C'est pour un homme une manière de s'affirmer comme tel. Donc si on grandit dans un tel contexte avec des valeurs machistes, on aura tendance à avoir recours à la violence. L'autre cause la plus récurrente, c'est bien entendu l'ignorance, le manque d'information. Parce que si on est un tant soit peu informé, on sait que l'atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne peut constituer une infraction pénale. Si on sait qu'on risque d'aller en prison pour avoir donné des coups à sa compagne, bien que ce soit sa compagne, peut-être qu'on y réfléchirait à deux fois. L'impunité aussi est une cause profonde. Si de nombreuses personnes se risquent à poser des actes de violence et qu'elles ne sont pas punies, cela installe dans la société un sentiment d'impunité et encourage plus ou moins les autres personnes. Le manque de communication, puisque les exemples que nous avons ces jours-ci font état des relations conjugales ou non légalisées qui se sont mal terminées. On se dit que c'est faute d'avoir bien mis les choses à plat au thème d'une relation ou alors par manque de communication dans un couple qu'on en arrive à la violence. Donc toutes ces raisons peuvent justifier pourquoi les uns et les autres finissent par avoir recours à la violence. Et disons-le, bien sûr, rien ne devrait justifier la violence. C'est juste que l'étude, l'analyse des phénomènes a fini par permettre d'identifier d'où part souvent la situation de violence qui survient par la suite. Mais est-ce que ici, c'est vrai que là, on a un stéréotype, hein, l'homme qui gifle, c'est l'homme qui est fort. Est-ce que ici, on ne devrait pas peut-être interroger aussi notre société et l'éducation, parce que la femme, déjà, d'office, c'est-à-dire qu'on le dit de façon banale, c'est le sexe faible. J'ai envie de demander si ce n'est pas une violence également. La femme, le garçon qui pleure. Oh, les garçons ne pleurent pas, ce sont les femmes qui pleurent. Ou alors celui qui bavarde trop, on va dire, il fait le Congo ça comme une femme. J'ai envie de demander, est-ce que là aussi ce ne sont pas des violences? Et est-ce qu'il ne faut pas interroger aussi notre éducation et même la culture? Parce que l'homme galant aujourd'hui, c'est un homme qui n'est pas vraiment un homme, c'est un homme qui est mou. Je partage tout à fait ton analyse, Oriane. C'est que ce phénomène s'appelle les stéréotypes. Donc, chaque société a des valeurs qu'elle projette, qu'elle perpétue avec le temps. Et elle se transmet, ces valeurs-là ont tendance à se transmettre de génération en génération. Donc, si nous établissons des stéréotypes qui se rapprochent à la notion de genre dont nous parlons effectivement aujourd'hui et qui, ces stéréotypes ont tendance à mettre les uns et les autres dans des cases en fonction de tel sexe, voici le comportement qui est attendu de toi. Si tu sors de cette boîte, ça veut dire que tu n'es plus exactement ce que la société attend d'une femme ou d'un homme. Maintenant, l'enjeu, c'est de sortir des carcans, des chemins battus et d'admettre que telle pratique est néfaste à la personne humaine. On voit bien lorsqu'on porte physiquement atteinte à une personne. On voit bien qu'on lui fait des blessures. Parfois, les femmes vont à l'hôpital et tout. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Même si on a vu son grand-père ou son père poser de tels actes, on a quand même le temps de s'arrêter
pour se rendre compte que cette pratique-là n'est pas bonne. Donc vraiment notre éducation, l'éducation dans notre société est à questionner, la culture également, parce que nous avons un bon nombre de violences qui font partie de notre héritage culturel. Celles-là, il y en a par exemple qu'on qualifie de mutilation génitale féminine. Oui. Oui, il y a une pratique dans les régions septentrionales qui veut qu'on excise, on coupe une partie de l'organe sexuel féminin de la femme, le clitoris, pour ne pas le nommer, et qui est là, qui doit permettre à la femme d'accéder au plaisir sexuel. Donc, pour cette culture-là, il ne faudrait pas que la femme... Elle ne doit pas connaître le plaisir sexuel, au risque qu'elle devienne dévergondée. Oui, et comme elle est destinée à être avec un seul homme à qui elle est soumise contre vents et marées, il vaut mieux qu'elle ne sache pas ce qu'il y a de bon dans l'acte sexuel, de peur qu'elle aille chercher ça ailleurs. Donc ça s'appelle les mutilations génitales féminines. Vous avez dans la région plus sud du pays le système de l'écrasage des seins ou du repassage des seins. On va mettre une pierre ou une planche au feu, on va chauffer et on va faire des massages sur les seins des jeunes filles lorsqu'elles sont encore pubères pour retarder leur développement, pour que les hommes ne les regardent pas trop tôt. L'intention avouée étant que c'est pour son bien. S'il faut qu'elle aille à l'école, il ne faut pas qu'on la détourne trop vite, donc on va... Mais au final, ça crée des dommages, parfois même des cancers du sein, pour avoir voulu retarder l'évolution normale de l'organisme. Donc, notre culture, elle est à questionner, elle est à revoir. Nos pratiques ancestrales, lorsqu'elles sont contraires aux droits de l'homme, elles doivent être abandonnées. Ce n'est pas comme si c'était une lutte entre la culture occidentale et la culture, parce que c'est un argument qui nous est régulièrement opposé, à savoir que nous sommes allés prendre les valeurs et les principes chez les Blancs et nous voulons venir les appliquer en Afrique et nous voulons que les Africains abandonnent leur culture. Que non, il s'agit des cultures qui sont néfastes et qui portent atteinte à la personne humaine. Si nous sommes d'avis que la personne humaine est la valeur suprême, nous devons travailler à la préserver, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Naturellement, les propos sexistes font partie de ce bagage-là. C'est parce qu'on est dans une société où on a eu l'habitude de dire, écoute, un homme ne pleure pas comme une femme. C'est à force de perpétuer ces langages-là. Une femme, ce n'est pas le sexe faible. Toutes les personnes humaines se valent, sous réserve qu'elles aient les mêmes opportunités, les mêmes chances. Elles ont toutes la capacité de déployer des aptitudes inimaginables. Mais le problème se joue au niveau des opportunités. J'ai envie de vous demander, pensez-vous qu'avant d'entrer dans le cadre légal, on va arriver, parce que si on a des régions encore où les femmes n'ont pas droit à l'école, n'ont pas droit à la terre, les femmes ne doivent pas construire, les femmes ne doivent pas hériter, est-ce que vous pensez qu'on va... Parce que le Cameroun, c'est une société patriarcale. Pensez-vous qu'on va arriver, on va pouvoir sortir la tête de l'eau? Bien sûr qu'il y a espoir. On peut le dire, ce d'autant plus que le Cameroun, il repose sur des sociétés traditionnelles, des villages, des familles, etc. Mais le Cameroun, c'est une république. On dit, c'est la République du Cameroun. Donc, le Cameroun n'est pas dirigé par les valeurs des cultures traditionnelles. Nous avons des textes qui sont adoptés par l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Ça veut dire que ce qui décide s'impose à nous tous. Nous avons des conventions aussi. Des conventions internationales que nous avons ratifiées, qui, selon la Constitution, l'article 45 dit que toutes les conventions au-dessus de la loi. Ratifiées sont au-dessus de la loi et sont directement intégrées dans notre cadre juridique. Donc, si par ailleurs nous avons donc des pratiques anti-légales ou contraires qui se perpétuent, peut-être qu'il faut interroger le citoyen que je suis, l'individu. Est-ce que je connais ce que la loi prévoit? Est-ce que je connais mes droits? Est-ce que je suis conscient que je suis dans une situation d'abus? Et qu'est-ce que je fais? C'est à ce niveau que tout se joue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que heureusement que nous sommes avec vous, étant bien assises dans les droits de l'homme. Je pense que vous allez nous dire, bien nous édifier sur la question. Alors,
toujours dans le même sens, hein, est-ce que très souvent ce sont les victimes qui viennent se plaindre ou alors ce sont les voisins qui sont un peu fatigués des bruits, des bastonnades ou des cris qui viennent dénoncer? Bon, nous avons l'un et l'autre schéma. Dans les dénonciations qui sont reçues à la Commission des droits de l'homme du Cameroun, pour laquelle je travaille, je suis cadre à la Commission des droits de l'homme du Cameroun, nous avons un bon nombre de dénonciations qui sont faites par les victimes elles-mêmes. Et soit dit en passant, dans le langage des droits de l'homme, lorsqu'une personne a déjà pris le courage de dénoncer, on ne la considère plus comme une victime, on l'appelle plutôt une survivante. D'accord. Oui. Parce que quelqu'un qui a subi et qui a dépassé sa situation initiale n'est pas resté couché à plat, est venu dénoncer, c'est une survivante. Donc nous avons des survivantes qui dénoncent elles-mêmes, mais nous avons un plus grand nombre de proches qui alertent sur les situations de violence. Et on peut l'expliquer en ceci que un nombre important de cas de violence qui nous est rapporté survient dans le cadre familial. Lorsque c'est à l'égard des enfants, c'est très souvent les parents ou les parents proches qui alertent. Et lorsque c'est à l'égard des conjoints, vous aurez très souvent une épouse qui n'arrive pas à sauter le pas. Et c'est son environnement immédiat, un parent, une soeur, un frère, qui se soucie de la vie ou de la santé de la personne qui vient alerter. Donc, pour répondre à la question, on a le sentiment que les victimes prennent souvent du temps ou ne trouvent pas toujours le courage d'aller dénoncer. Alors, est-ce que c'est le fait de ne pas dénoncer qu'on tombe dans la banalisation? Cette expression me retient parce que en 2020 ou en 2021, la Commission a organisé une rencontre sous le thème « Crimes passionnels et banalisation des violences conjugales ». Peut-être comme tout à l'heure, vous allez déjà nous expliquer les expressions « crime passionnel ». Parce qu'on se dit, si on a aimé quelqu'un hier, comment est-ce qu'on peut faire du mal à cette personne-là? Parce qu'on se dit, l'amour, on nous a toujours dit, c'est le plus beau des sentiments, il peut résoudre toutes les situations. Est-ce que, du moins, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces expressions-là? Bon, le crime passionnel, comment on peut arriver à perpétuer un crime vis-à-vis de l'être aimé, l'être cher? Bon, sans prétendre être psychologue, parce que là c'est du domaine de l'analyse des émotions, mais puisque dans notre travail, en dehors de l'accompagnement juridique et parfois de l'orientation vers les structures médicales, lorsqu'il y a un cas de violence, nous sommes souvent appelés à faire de l'écoute active et à encadrer les personnes dans leurs sentiments et dans leurs émotions. Donc, fort de cette expérience-là, nous en apprenons un certain nombre de choses. C'est que la personne humaine est complexe dans ses émotions et dans ses réactions. Et ce qu'on appelle crime passionnel, c'est que dans le code pénal, pour toutes les infractions résultant à l'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie, les blessures graves, les meurtres, les assassinats, le législateur lui-même a prévu ce que nous appelons régulièrement des circonstances atténuantes ou des circonstances aggravantes. Donc, on peut bien avoir sur le carreau un cadavre, quelqu'un est mort, mais le juge ne va pas sanctionner du même quantum, du même montant comment je vais dire ça, d'années, de mois de privation de liberté, monsieur X ou monsieur Y. Il va regarder dans quelles circonstances ça s'est passé. Et on va parler de crime passionnel chaque fois qu'il s'est avéré que l'individu, bien qu'ayant tué la personne, était dans un niveau de tension émotionnelle très avancé. On prend très souvent le cas d'infidélité. On se dit qu'un individu qui est mis face à un cas flagrant d'infidélité de son partenaire, à l'instant n'a plus le niveau émotionnel d'une personne normale. On l'assimile même presque à un fou. Il perd la tête, il ne contrôle plus ce qu'il fait et par conséquent, lorsqu'on va le juger, on va qualifier son acte de crime passionnel. Et c'est une circonstance atténuante
qui va amener à réduire le nombre d'années d'emprisonnement de la personne. Donc c'est ça les crimes passionnels, c'est que quelqu'un est à l'instant T où il pose l'acte hors de son état normal, il sort de ses gonds et il pose un acte qu'on suppose que en toute maîtrise de ses facultés mentales, émotionnelles, il n'aurait pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus la personne, c'est qu'à l'instant là, quelque chose a déconné à cause de l'événement qu'il a vécu. D'accord. Et bon, je reviens sur ce thème-là, hein, crime passionnel et banalisation des violences conjugales. Ici, je veux comprendre. Certainement, la commission a relevé certains faits pour s'appuyer sur ce thème-là, pour mener une réflexion sur ce thème-là. Est-ce que selon vous, c'est que les crimes, les violences conjugales sont devenues un fait commun? C'est banal désormais et peut-être normal. La commission ne prenait pas à son compte pour dire que c'est normal. La commission observait que la recrudescence des phénomènes semble rendre, et c'était le lieu d'alerter l'opinion publique, la population et les autorités sur le fait que les cas sont de plus en plus nombreux et qu'il est peut-être temps de s'arrêter, de ne pas banaliser. Voilà, et il me semble que la commission, à l'époque, c'était en fin d'année dernière, a sorti une déclaration sur la recrudescence des violences faites aux femmes. C'est parce que entre janvier et août 2022, on a répertorié une quarantaine de cas d'atteinte aux femmes, des atteintes à la vie, donc des personnes qui ont perdu leur vie, des atteintes à l'intégrité physique, des viols, des enlèvements, tout type de cas confondus. Et la commission a estimé qu'il était temps de tirer la sonnette d'alarme. Et cela ressort du mandat de l'institution. Parce que la loi de 2019 qui crée la Commission des droits de l'homme lui donne le pouvoir d'alerter, d'interpeller les autorités sur toute situation récurrente et systématique d'atteinte aux droits de l'homme et de proposer, de formuler des recommandations pour que ces situations-là soient redressées. Nous ne serions pas là seulement en aval pour venir constater, pour faire un rapport et dire que vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Nous devrions pouvoir être en amont et attirer l'attention et proposer ce que nous pensons pouvoir être comme mesure palliative afin que la situation ne s'empire pas. Vous allez nous donner ce que la commission pense comme mesure pour réduire cela et même pour les banalisations. Je veux m'arrêter toujours sur ces faits-là. Comment je vais dire ça? La dénonciation est préconisée. Sauf que jusque-là, les chiffres vont croissant. Et on a peur, sérieusement. Même si on se dit les réseaux sociaux sont mis à contribution, ça permet tout de même de voir que la situation est vraiment grave. Alors, est-ce que c'est plus on dénonce, plus il tue? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière? C'est que on s'en fout un peu, on ne va rien nous faire, ou alors c'est comme vous disiez, une affaire d'impunité. Alors, quelles peuvent être les causes de la recrudescence des atteintes basées sur le genre, des violences faites aux femmes par assimilation? Ce n'est certainement pas le manque de dénonciation, à mon humble avis, mais beaucoup plus l'ignorance ou le manque d'information. Nombre de personnes vivent des situations de violence et peut-être ne prennent pas conscience de ce que ce soit des situations de violence. Par conséquent, ils n'iront pas jusqu'à dénoncer. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les procédures. Certes, peut-être ils se sentent mal dans leur être, ils savent que la situation que je vis là, ce n'est pas normal, mais peut-être ne savent pas à qui s'adresser. Donc, ne connaissent pas les institutions, les personnes, les acteurs qui travaillent dans ce secteur. C'est toujours l'ignorance. Plus loin, maintenant, on va voir l'impunité comme une cause de perpétuation d'un phénomène. Si on ne marque pas un grand coup, si on ne
on ne vulgarise pas des exemples pour servir de leçon et que des criminels, je ne sais pas trop par quelle voie, réussissent à échapper aux mailles du filet, cela va certainement encourager ou du moins ne va pas dissuader les autres d'en arriver à de telles extrémités. Mais quand on parle d'impunité, moi je préfère toujours pas que ça soit perçu comme une inefficacité du système judiciaire. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nombreux de nos compatriotes ne connaissent pas les acteurs et leur rôle lorsqu'il s'agit des violences. Et par conséquent, ils ne maîtrisent pas les réalités des procédures. Nous parlons des crimes, donc on va dire des procédures pénales. La perception liminaire ou générale veut que lorsqu'on soupçonne quelqu'un d'avoir commis un crime, lorsqu'il est remis entre les mains des autorités, il doit être enfermé et puis si on le revoit dehors, tout de suite, on va dire le magistrat a été corrompu ou du moins le responsable de l'unité de police ou de gendarmerie. Or, ce n'est pas toujours le cas. Il faut connaître les procédures. Parce que le même code de procédure pénale qui veut qu'on arrête quelqu'un, met aussi des limites. Il y a une durée pour les gardes à vue. 48 heures, renouvelable une fois, exceptionnellement 2 fois. Au bout de ce délai, si on n'a pas réuni les preuves, on doit libérer. La détention provisoire, après la garde à vue, vous êtes remis entre les mains du procureur. Le procureur peut vous envoyer en prison pour attendre le procès. Mais le même code de procédure dit que si vous pouvez produire des garanties, si vous pouvez établir que vous avez un domicile fixe, vous présentez des garanties financières, vous déposez une somme d'argent ou bien quelqu'un se porte garant de vous, on vous libère et vous venez souvent répondre devant le juge. Et tout ça part du principe selon lequel on suppose dès le départ que vous êtes innocent. Et jusqu'à ce qu'on prouve que vous êtes coupable, vous devez pouvoir jouir de votre liberté. Mais ce n'est pas ce que le citoyen lambda comprend. Il a tué, il faut qu'on l'enferme. Or, on ne sait pas encore si c'est lui. Donc, l'impunité ne doit pas être perçue comme l'incapacité du système judiciaire à punir. Elle doit être plutôt perçue comme le fait que quand bien même il y a des crimes, les enquêtes prennent du temps, la procédure prend du temps. Et parfois, quand on finit par condamner, l'opinion publique est déjà passée à autre chose. Nous ne sommes même plus au courant que le meurtre qui a eu lieu il y a de cela 2 ans, voilà monsieur tel. Peut-être qu'il faut beaucoup plus mettre la lumière sur les cas qui sont sanctionnés pour que ça serve d'exemple. Peut-être qu'il faut déjà nous dire quelle est la procédure lorsqu'on est victime, disons, d'un viol par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on est victime d'un viol, on commence par prendre des dispositions pour préserver les preuves. D'accord. Ça veut dire qu'en première intention, on se rend vers une formation sanitaire. On va à l'hôpital pour être examiné et on doit sortir de là avec un certificat médico-légal. Maintenant, on va donc chercher où déposer la plainte. On va rencontrer une autorité et on va déposer sa plainte et la suite devrait aller d'elle-même. Si on se rend d'abord au commissariat ou je ne sais pas, et qu'on n'a pas fait ces tests médicaux, les professionnels disent qu'au bout de 48 heures, 72 heures maximum, on ne peut plus avoir les preuves. On n'aura peut-être plus les traces de sperme, peut-être les lésions, si elles n'étaient pas si graves que ça, en fonction de la violence du contact sexuel, on va trouver que l'organe sexuel s'est rétabli. Et autant vous le dire, le vagin, l'organe sexuel féminin, a cette capacité-là à se restaurer en un temps très restreint. Donc, on fait l'examen médical le plus vite possible. On sort de là avec un certificat médico-légal signé par un médecin assermenté qui est inscrit dans l'ordre. Et puis après, on va déposer sa plainte à l'unité de police de gendarmerie ou directement au parquet. Bon, que faire donc de ces personnes-là qui pensent que dès qu'on parle de porter plainte, on se dit c'est cher, avoir un avocat c'est cher. Je pose la question vraiment de façon triviale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces cas-là? Parce que certains restent en disant « Ah, si on s'en va porter plainte, l'avocat, les honoraires vont nous dépasser. » Voilà.
Et un autre point que moi j'aimerais soulever, c'est lorsque c'est en famille, comment on fait? Alors, est-ce que ça vaut la peine de porter plainte parce que les procédures pénales sont parfois longues et onéreuses? Et pourquoi est-ce que les familles choisissent souvent les arrangements? Bien sûr que ça vaut la peine de porter plainte, puisque nous disons que les phénomènes se perpétuent parce qu'il n'y a pas impunité. L'impunité aussi, c'est lorsque toi, la victime, tu choisis de ne pas dénoncer. Et ça vaut bien la peine de porter plainte parce qu'une violence légère aujourd'hui, des coups et des blessures qui conduisent peut-être à 2 jours, 3 jours d'hospitalisation, on ne sait pas ce qu'il en sera demain. Est-ce qu'il vaut mieux attendre mourir, comme nous le voyons ces jours-ci, où des conjoints arrivés au bout du rouleau ont fini par égorger leur partenaire? Est-ce qu'on va prendre le risque de mourir que de se faire prendre en charge par les autorités parce qu'on a peur des éventuelles charges qui vont résulter de la procédure? Il vaut mieux commencer. Parfois, quand on engage une procédure pénale, il y a des mesures conservatoires qui sont prises autour de la victime pour déjà éviter le contact. On peut donner une sommation à votre supposé au bourreau pour qu'il ne vous approche plus, pour qu'il se tienne loin de vous. Et bien souvent, ces mesures sont dissuasives pour éviter qu'il y ait d'autres épisodes de violence. Donc, ça vaut bien la peine. Maintenant, est-ce que la procédure coûte cher? Elle coûte cher, mais le système judiciaire camerounais a prévu des passerelles où on peut avoir l'assistance judiciaire. Il y a une loi là-dessus. Si on démontre qu'on est indigent, on a des ressources limitées et on a des charges importantes, on peut accéder à l'assistance judiciaire. La Commission des droits de l'homme aussi est une voie parce que la Commission des droits de l'homme offre l'assistance judiciaire aux personnes qui se rapprochent d'elle. Et bien entendu, chez nous aussi, il s'agit d'établir que la personne est indigente. Si vous avez des ressources suffisantes, vous allez suivre votre procédure. Si vous n'en avez pas, la commission peut vous accompagner dans ce sens. Maintenant, pourquoi est-ce que les familles choisissent souvent la voie de l'arrangement alors que nous sommes en matière de crime? C'est bien entendu pour des questions de réputation. Les enquêtes, les recherches sur la question ont démontré que très souvent, l'auteur de la violence, là on parle des violences physiques de type viol et bastonnade, etc. Et l'auteur de la violence est un proche. Ça peut être le conjoint. Un membre de la famille. Donc, généralement dans les familles, à moins d'être prêt à rompre le lien de parenté, on transige. Si pour une femme, si je vais porter plainte à mon mari pour viol, ça veut dire que je suis déjà prête à mettre un terme à notre union. Déjà, vous heurtez quand vous dites que viol dans le couple. On ne perçoit pas cela comme... et je ne sais pas si c'est... Permettez la parenthèse, je ne sais pas si ceci aussi ne vient pas un peu de la loi. Quand on dit l'acte sexuel, c'est un devoir conjugal. Oui. Quand on entend devoir, ça veut dire que vous devez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut apporter une preuve médicale au conjoint. Je suis dans l'incapacité d'exercer ou d'accomplir mon devoir conjugal. À l'inverse, non, il ne peut pas avoir de viol quand on est en couple. On est un peu perdu. Finalement, qu'est-ce que la loi veut? Et n'est-elle pas trop dure envers la femme? Je ne le dis pas parce que je suis femme ou parce que nous sommes des femmes sur ce sujet. Sur ce plateau, on veut bien comprendre. Le code pénal définit le viol comme tout acte sexuel forcé sans le consentement de la personne, résultant en une pénétration par l'usage du sexe ou même d'un objet. C'est ça le viol. Il ne me semble pas que dans le code pénal, certaines circonstances aient été exclues. On a la définition du viol n'a pas dit que cela doit être fait par une personne inconnue. Donc, chaque fois qu'il y a une personne qui pénètre une autre sans son consentement, il y a viol. Avec son propre sexe ou même avec un objet, la pénétration avec un doigt ou bien avec un bâton ou tout ça, c'est un viol.
chaque fois qu'il y a ces éléments, en droit on appelle ça les éléments constitutifs de l'infraction. Et le législateur a choisi d'ignorer l'identité de l'auteur. Maintenant, comme nous étions en train de parler des façons que les familles ou les couples trouvent de sortir des situations de violence sans forcément faire recours à la loi ou aux instances judiciaires, c'est qu'on comprend bien que la femme mariée a plusieurs autres facteurs qui vont déterminer sa décision. De savoir que, bien qu'ayant été victime de viol, ayant été atteinte dans son intégrité physique, dans son amour propre, psychologiquement affectée, elle va commencer à jouer sur d'autres équilibres. Parce qu'elle est dans un mariage, parce qu'elle a des enfants, parce que s'il faut porter plainte, ça veut dire la fin d'une certaine sécurité sociale. Disons-nous-le bien, dans notre société, être marié, ça donne une certaine... Oui, une position sociale. Voilà. Quand elle aura fini de peser le pour et le contre, elle est encore la même qui va tirer la conclusion à savoir il vaut mieux pas, parce qu'elle veut préserver. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas viol dans le couple. Il y a bel et bien viol dans le couple. Quitte à la personne de savoir si elle veut dénoncer ou pas. Mais moi, je dirais, en guise de conseil, il vaut mieux dénoncer. Cela peut servir à titre de dissuasion pour le partenaire. Et on peut, si on compte poursuivre cette relation, on peut partir sur de nouvelles bases. Pourquoi le partenaire, lui, en posant cet acte, ne s'est pas retenu? Il pouvait bien aussi, de son côté, se rendre compte que si je vais jusqu'à tel extrême, ça peut ruiner mon mariage. Comment on fait pour continuer à vivre avec son bourreau en ayant toujours à son égard des sentiments positifs? Ça veut dire que c'est une relation qui est déjà biaisée, qui est déjà atteinte à la base, et on sauve juste les apparences. Peut-être aussi parce que l'autre, bon, vous l'avez dit, ne connaît pas ses droits. Par exemple, et si on dénonce, cette personne peut avoir l'opportunité de connaître la gravité des actes qu'elle posait. Peut-être elle pensait que tel que l'environnement lui a appris, tel que son éducation, c'est normal pour un homme marié de prendre violemment son épouse parce qu'on l'a épousée, parce que, comme j'entends souvent, on l'a dotée très cher, donc elle n'a pas le droit de nous dire non. Malheur à elle si elle ne travaille pas. Voilà, donc donnez l'occasion à votre partenaire de savoir que l'acte qu'il a posé est grave. Lorsque vous irez dans une unité de police ou de gendarmerie, il y a un nouveau système que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a mis sur pied, ça s'appelle les Gender Desk. On forme des éléments de police et de gendarmerie en poste dans les unités. On les forme sur les questions de genre, on les forme sur la sensibilité des droits aux femmes, pour que désormais, lorsqu'ils reçoivent une femme qui vient dénoncer un cas de violence, qu'ils ne lui disent plus, comme c'était le cas auparavant, écoutez madame, allez arranger avec votre mari. Et ce n'est pas parce que votre mari vous a donné un coup de poing que vous venez au poste de police. Ce n'est qu'une gifle. Voilà. Et puis même, c'est sûr que vous-même, vous avez fait quelque chose. Un homme ne peut pas vous taper pour rien. Donc, le ministère de la Promotion de la Femme s'étant rendu compte que cette façon de refouler les victimes les dissuadait de dénoncer et perpétuer l'impunité, a pris sur lui de former à chaque poste de police. Bon, le phénomène, je veux dire, l'activité est progressive, qu'il y ait quelqu'un qui est suffisamment formé et sensibilisé. Dès qu'on dit, voilà, il y a un cas de femme agressée et tout, on dit, bon, monsieur tel, c'est vous qui avez déjà le profil. Il sait comment la recevoir, comment l'écouter, comment l'orienter, et il ne sera plus jamais question de lui dire, allez arranger vos problèmes avec votre mari. Vous avez soulevé un point très important. Les femmes victimes ou alors accusées d'être la cause des violences faites sur elles-mêmes. Comment déconstruire également ce phénomène-là? Parce que c'est naturel et parfois ça vient même des autres femmes. Lorsqu'on voit une femme battue, on dit « elle a certainement fait quelque chose ». Il ne peut pas se lever comme ça. Et c'est-à-dire que même dans la petite phrase, que même si elle n'était pas méchante, hein, on va trouver quelque chose, il ne fallait pas répondre. Il peut vous poser une question et vous ne répondez pas. Parce qu'il est très en colère, il ne fallait pas répondre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que j'avoue que je suis un peu perdue moi-même. Dans quelle mesure est-ce que la femme serait la cause de ses propres malheurs? Bon, disons-nous le bien,
dans la société, personne n'est parfait. Et si nous parlons du cas particulier des couples, le mariage ne pourrait jamais être un long fleuve tranquille. Et il y a certainement dans cette relation entre deux individus des moments où l'attitude de l'un heurte l'autre. Et si nous mettons les choses dans le sens inverse, est-ce que chaque fois qu'une femme estime que son mari lui a mal répondu, elle réagit par la violence? Si c'est le cas, ça devrait être une proportion très infime, insignifiante. Donc, on ne saurait dire que l'attitude d'un conjoint, d'un partenaire a justifié la violence. Oui. Parce que le principe cardinal dans une relation de couple ou de famille, c'est la communication. Et le législateur, sachant bien que dans les rôles sociaux, il y a des personnes qui ont une certaine autorité sur d'autres. Parce que dans le schéma familial, le mari, c'est le chef de famille. Très souvent, c'est le pourvoyeur à tous les besoins de la famille. Donc, d'emblée, la femme est dans une position d'infériorité. Mais le législateur demande à monsieur le chef de famille de gérer comme un bon père de famille. Okay? Et ils font vœu de fidélité, d'amour. Et même, on lui demande de s'engager à chérir. Donc, dans tous ces éléments-là, je ne vois pas très bien à quel moment est-ce qu'on peut cautionner le fait de régler les conflits ou les malentendus avec par des violences. Donc, il est hors de question de prétexter que la femme est la cause de ses propres malheurs. Mais bien plus encore, dans notre travail, nous sommes les acteurs de la chaîne de prise en charge des victimes. Il est formellement interdit, lorsque vous recevez une victime de violence, de la culpabiliser. Sinon, ce qui est attendu de vous, c'est de l'écouter, c'est de la comprendre, de la rassurer pour qu'elle puisse être confortée dans sa démarche. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, une victime, c'est celle qui reste sur le carreau, mais celle qui est déjà venue dénoncer, c'est une survivante. Et vous n'allez pas être la personne qui va la battre, achever sa détermination. Alors, on parle de loi, hein. Lesquelles donc protègent et garantissent les droits des femmes au Cameroun? Au Cameroun, les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes sont encadrées par un cadre légal institutionnel dense. Nous l'avons dit à l'entame de notre échange que la Commission est partie à un grand nombre de conventions internationales. On peut les citer comme ça, les conventions d'ordre général, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut citer le Pacte international sur les droits civils et politiques qui interdit les atteintes à l'intégrité physique et morale de la personne, la Charte africaine des droits de l'homme, les textes spécifiques. Vous avez la Convention sur les droits de la femme, Convention des Nations Unies. Vous avez en Afrique plus près de nous le protocole de Maputo, qui est le texte spécifique que les États africains ont pris pour la protection des droits des femmes. Maintenant, si on arrive au niveau national, nous avons notre Constitution qui, dans son préambule, consacre déjà la valeur de tous ces textes que nous avons ratifiés en leur donnant une valeur supralégale. S'il y a une convention ratifiée, on peut la présenter comme une loi, on peut la présenter lors d'une procédure judiciaire et elle doit être tenue comme telle. La Constitution elle-même, dans son préambule, dit que l'État protège la famille. Il protège les personnes vulnérables, en l'occurrence les femmes, les enfants, les personnes handicapées, populations autochtones. C'est spécifiquement mentionné dans notre Constitution. Et maintenant, plus loin, pour avoir des textes plus spécifiques, si vous permettez, nous avons le Code pénal qui a subi une révision récemment pour inclure certaines atteintes faites aux femmes qui n'étaient pas jusque-là reconnues comme des violences, qui n'étaient pas reconnues comme des crimes. C'est ainsi que les mutilations génitales féminines ont été inscrites dans notre code pénal. Le viol a été redéfini, voilà, parce qu'avant la définition du viol, elle n'était pas très conforme. Vous avez déjà les textes à partir des articles 277 jusqu'à 321, 22, où on parle
des agressions physiques, des blessures légères, des blessures graves, des meurtres, des assassinats. Toutes ces infractions qu'on peut considérer comme étant d'ordre général s'appliquent lorsque nous sommes dans une situation de violence. On va juste établir quel est le type d'acte qui a été posé. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce qu'elles sont graves? Est-ce qu'il y a, on commence à dire blessures graves quand il y a une incapacité d'exercer son activité de 15 jours au-delà. Quelqu'un a été hospitalisé pendant 2 semaines à la suite d'une violence et tout. C'est des blessures graves et tout. Maintenant, ça sera une violence basée sur le genre parce que ça a été perpétré comme étant une agression dirigée contre une personne en raison de son sexe féminin ou masculin. Très bien. Alors, comment et pourquoi doit-on lutter contre les violences basées sur le genre? On précise le genre, parce que étant 2 femmes ici, j'ai peur que les hommes nous taxent demain d'être des féministes. Non, non. Le genre, c'est la construction sociale qui donne des rôles prédéfinis aux personnes en fonction de l'appartenance à tel ou tel sexe. Le genre a tendance à imposer à une personne de se comporter de telle ou telle manière parce qu'il est un homme parce qu'elle est une femme. Et les violences basées sur le genre, c'est celles qu'on perpétue parce que tu appartiens à tel sexe. Ok. Et c'est pour ça que le viol est une violence basée sur le genre. Ok. Un homme viole forcément une femme parce qu'il veut prendre du plaisir sexuel. Alors comment et pourquoi lutter contre les violences basées sur le genre? Les violences basées sur le genre sont une atteinte aux droits de l'homme. Les violences basées sur le genre créent de la souffrance. Elles résultent en un coût énorme, un coût humain pour les nombreuses personnes qui perdent leur vie, un coût économique pour toute cette ressource. Nous avons dit tantôt que dans les violences basées sur le genre, il y a le déni d'accès aux ressources. Donc, imaginez-vous toutes ces jeunes filles qui ne sont pas scolarisées, quel aurait pu être leur apport dans l'économie de notre pays si elles étaient allées à l'école, si elles avaient acquis les capacités intellectuelles et si elles avaient, lorsqu'elles travaillent, si elles étaient nommées au poste de responsabilité pour mettre à la disposition de notre société le bagage dont elles disposent. Donc c'est une perte pour la société chaque fois qu'on refuse à une femme qui en a les capacités, l'opportunité de démontrer de quoi elle est capable. Toujours dans le refus d'accès aux ressources, la pratique culturelle dans nos sociétés qui veut que les femmes n'aient pas accès à la terre. On connaît des femmes qui ont des capacités entrepreneuriales, qui pourraient développer des exploitations agricoles, mais comme il est acquis que la terre, c'est pour les hommes, n'ayant pas cet élément de base, les femmes très rarement ont accès au crédit, au financement bancaire. Vous savez que dans le financement bancaire, la terre, le titre foncier est une caution qui a une très grande valeur. Donc, si tu n'as pas la terre déjà et que tu t'en vas demander un crédit, étant déjà une femme, on va dire bon, et maintenant tu n'as pas de garantie comme un titre foncier. Bon, vous voyez qu'à chaque fois, on a une ressource importante qui est mise de côté et qui pourrait contribuer pour le développement de notre pays. Et soit dit en passant, on ne le dira jamais assez, les femmes au Cameroun représentent plus de 51% de la population, donc plus de la moitié. Donc, si vous réduisez la moitié de la population à attendre des autres, à ne pas pouvoir avoir des postes de décision, à ne pas pouvoir entreprendre, c'est que vous-même, vous êtes en train de restreindre le développement de tout un pays. On doit lutter contre ces phénomènes qui limitent notre pays et qui amènent des personnes à perdre leur vie, l'intégrité physique. Il y a des infirmités. Comme on parle très souvent des atteintes physiques, on ne parle pas beaucoup des atteintes émotionnelles et psychologiques, sauf que celles-ci résultent dans des maladies mentales et des problèmes psychologiques. Et du coup, une personne qui était utile pour sa société, pour son environnement, se retrouve incapable de servir à quoi que ce soit. N'oublions pas, dans notre contexte, que la femme
est celle qui est au contact quotidien de la petite enfance. Lorsqu'elle est traumatisée, lorsqu'elle emmagasine en elle des blessures émotionnelles à cause des violences qui sont perpétrées sur sa personne, elle aura tendance à reproduire Cette violence sur les enfants. les mêmes schémas. Elle aura tendance à éduquer son petit garçon sur le schéma de ce qu'elle aura subi ou de ce qu'elle aura vu sur la génération précédente. Et on continue comme ça dans des travers qui ne profitent à personne. Donc, les raisons pour lutter contre les violences basées sur le genre, il y en a plusieurs, mais de toute façon, c'est des atteintes aux droits humains et la personne humaine étant la valeur suprême, on ne devrait pas encourager des pratiques qui vont à l'encontre de son respect, de sa dignité, de son bien-être. Nous sommes dans le pourquoi, le comment. J'imagine que ce sont les lois, il faut connaître ses droits. Comment lutter contre les violences basées sur le genre? Nous avons parlé plus tôt dans notre échange des causes. Oui. Si nous admettons que l'ignorance est l'une des causes, c'est qu'il faut sensibiliser, il faut éduquer. Absolument. Absolument. Maintenant, il faut développer, renforcer les mécanismes qui existent déjà. Nous avons parlé de l'impunité. Ça veut dire que les mécanismes de prise en charge, les moyens de dénonciation doivent être vulgarisés et mis à la portée du plus grand nombre de personnes pour que chaque fois qu'il y a une situation, quand bien même la victime sera encore en train d'hésiter, qu'il y ait toujours quelqu'un dans son environnement qui peut alerter. Il faut bien entendu donner suffisamment de ressources aux acteurs qui travaillent dans ce domaine. Si nous avons le ministère de la Justice, la Délégation générale à la Sécurité nationale, les forces de maintien de l'ordre en général, mais s'il arrive qu'il y ait des cas en milieu rural ou dans des quartiers reculés et qu'il n'y a pas un véhicule qui peut aller tout de suite, il faut bien une réaction spontanée entre le moment où la bastonnade commence, le voisin appelle, mais parfois la police arrive en retard, pas faute de volonté. Parfois même il n'y a pas le carburant dans le véhicule pour aller intervenir sur un cas de violence et par exemple sauver la vie de la personne. Donc il faut renforcer les ressources humaines, matérielles et financières des acteurs qui travaillent dans le domaine. Il faut renforcer leurs capacités. Parfois on a des gens qui travaillent dans ce domaine mais qui n'ont pas les notions et qui ne savent pas faire la nuance entre les violences basées sur le genre pour les prendre comme telles et toute autre violence qui surviendrait et qui parfois, en raison de ce manque de compétences-là, commettent des erreurs qui sont préjudiciables aux victimes. Et pour finir, il faut bien sûr, pour ces acteurs-là qui ont donc déjà ce mandat, ils doivent exercer pleinement leur mandat. Chaque fois qu'il y a une victime qui dénonce, chaque fois qu'il y a une victime qui vient vers les acteurs, il faut se rassurer qu'on lui donne l'accompagnement. Nous avons coutume de l'appeler holistique, multiforme. Ne pas laisser un pan. Si on est face à un cas de viol, on se rassure qu'il y a eu le suivi médical, mais qu'il y ait l'accompagnement psychologique. Sinon, on renvoie dans la société une personne traumatisée et on ne sait pas quel est le revers, qui peut maintenant plutôt devenir un bourreau, parce qu'on aura juste soigné les lésions physiques et on n'aura pas travailler le côté mental. Donc, à nous les acteurs, nous devons donner un accompagnement qui couvre tous les aspects de l'atteinte que la personne aura subie pour être sûr qu'elle rentre dans la société, pour être elle-même un acteur de lutte. D'accord. Alors, chacun devrait connaître ses droits. Alors, qu'est-ce que vous, la Commission, vous faites déjà pour la vulgarisation de ces droits-là? J'ai envie d'insister, si dans ce qu'on appelle les grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans une certaine mesure, Ngaoundéré, on dit que ce sont des grandes villes, donc supposées connaître, pourtant ce n'est pas toujours le cas. Que faire donc dans l'arrière-pays? Qu'est-ce que vous, la Commission, vous faites pour que ces droits-là arrivent jusqu'aux confins de nos villes et de nos villages? Je prends la balle au bon pour dire que la Commission des droits de l'homme a un mandat large en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.
Il s'agit d'une institution étatique qui est à tort très souvent confondue aux organisations de la société civile. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une association, c'est une institution de l'État, au même titre que pourrait citer l'ECAM ou la CONAC. Et la commission a donc ce mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. Promouvoir, c'est vraiment sensibiliser par tous les moyens possibles, parler du phénomène, informer les populations sur les situations qui peuvent être qualifiées de violation de leurs droits et leur dire comment est-ce qu'elles peuvent agir dans l'éventualité où ces situations surviendraient. La commission le fait. Elle fait régulièrement des campagnes de sensibilisation, elle fait des interventions médiatiques comme ce que nous faisons en ce moment et d'autres à échéance plus régulière. La commission organise des ateliers de sensibilisation, de formation, même des autres acteurs qui travaillent dans le domaine parce que nous sommes dans un système de relais. La commission, vous avez dit tantôt qu'elle pourrait avoir un problème parce qu'elle est localisée dans les capitales régionales. Oui, la commission, disons-le déjà, a 10 antennes régionales dans toutes les régions du Cameroun. Elle est accessible. Mais pour aller plus loin, sachant bien que ça va prendre peut-être un peu de temps pour avoir des antennes départementales et d'arrondissement, la commission a mis sur pied un numéro vert qui permet à tout citoyen qui est accessible à tous les réseaux qui sont fonctionnaires dans notre pays. Je dis bien tous les réseaux, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité. Vous composez le numéro 1523. C'est un numéro gratuit et au bout du fil, vous avez un agent de la commission qui sera à l'écoute pour enregistrer votre plainte et pour y donner suite. C'est la parade que la commission a trouvée, ne pouvant pas encore être physiquement dans toutes les localités pour accompagner le maximum de citoyens, que ce soit pour les cas de violence basée sur le genre ou toute autre situation des droits de l'homme, parce que comme je l'ai dit, notre mandat est suffisamment large. La commission, par ailleurs, collabore avec les organisations de la société civile, les organisations à base communautaire. Donc, vous avez des acteurs qui ont pris la question des droits de l'homme à leur compte et qui sont dans les villages, dans les localités et qui sont donc relais. Donc, ils identifient les cas. Parfois même, ils font un minimum d'investigation pour réunir les éléments probants et ils les relaient à la Commission des droits de l'homme. La Commission a mis sur pied un mécanisme qui s'appelle l'Organisation des libertés publiques au Cameroun, OLPC, avec l'appui de l'Union européenne, qui réunit à ce jour plus de 300 organisations de la société civile travaillant en matière des droits de l'homme. Et à chaque région, il y a un bureau exécutif. Ils envoient des rapports chaque mois. On fait des séances de travail, on les forme et ils sont des relais efficaces sur le terrain. Donc voilà ce que la commission essaie de faire pour être au plus près possible des personnes qui pourraient être victimes d'atteintes à leurs droits, qu'il s'agisse des violences basées sur le genre ou non. D'accord. Justement, j'allais demander, ce numéro, c'est uniquement pour dénoncer ou même pour se faire accompagner, je veux dire, même dans la connaissance de ses droits? Oui, le numéro vert de la Commission des droits de l'homme a un volet préventif, éducatif et curatif. Pour dénoncer les cas, on peut choisir même d'appeler de façon anonyme. On peut ne pas être la personne concernée, mais on relaie une situation qui ne nous interpelle pas personnellement. On peut appeler ce numéro pour être édifié sur une question de droits de l'homme. On suppose que la violation n'est pas encore arrivée. On veut être un citoyen avisé et savoir quelle est l'option à prendre. On appelle la Commission des droits de l'homme. On peut appeler la commission même pour en savoir plus sur la commission elle-même. Quels sont ses moyens d'action, qu'est-ce qu'elle peut faire dans tel ou tel domaine. Le numéro vert, il a ceci de particulier qu'il est libre et gratuit. C'est vraiment une porte ouverte à toute personne et on n'aura plus d'excuses de ne pas dénoncer une situation ou de ne pas saisir la commission si on a un numéro vert. Est-ce qu'on peut également appeler la commission pour lui demander, oui, elle en étant étatique, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que, parce que ça vient de... Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on devrait dormir sans s'inquiéter parce qu'on a appelé la commission des droits de l'homme? C'est quand même un organe étatique. On peut se dire, l'un défend l'autre. La Commission des droits de l'homme, au terme de l'article 1er
de la loi du 19 juillet 2019 est une institution indépendante chargée de la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun. Quelles sont les garanties de l'indépendance de la Commission? Bien qu'étant une institution de l'État, la Commission n'est pas sous la tutelle d'un ministère ou d'une quelconque administration. Les membres de la Commission des droits de l'homme ne reçoivent d'instructions de personne, même pas du Premier ministre. Ils sont nommés par quelqu'un. Les membres de la Commission sont nommés par le président de la République, qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires dans cette République, sauf que leur mandat est entaché et accompagné de garanties d'impartialité. Un mandat de 5 ans qui ne peut être interrompu. Donc quand il est nommé par le président de la République, c'était bon, le président de la République ne peut pas le révoquer jusqu'à ce qu'il aille au bout de son mandat. C'est une garantie d'indépendance. Les membres de la Commission des droits de l'homme prêtent serment devant la Cour suprême réunie en chambre réunie. C'est une garantie parce que le serment, c'est un engagement de bonne foi à remplir ses fonctions sans être influencé. Dans la loi de la Commission, il y a un mécanisme pour éviter les interactions. Oui, les prises à partie. Un mécanisme de révocation. Parce que s'il y a un dossier et qu'il savait qu'un des membres de la Commission a des intérêts dans ce dossier, d'autres membres peuvent soulever son intérêt dans cette affaire et on le retire à la suite d'une résolution prise par l'Assemblée générale. On retire l'opportunité à ce membre d'intervenir dans le traitement de ce dossier. C'est une garantie d'indépendance. Auparavant, avant la loi de 2019, ça c'était dans la loi de 2004, parmi les membres de la commission, il y avait les représentants des partis politiques. Mais pour aller plus loin dans l'indépendance de l'institution, on a retiré les représentants des partis politiques qui étaient les députés à l'Assemblée nationale. Ils ne font plus partie de la commission. Il y avait également les représentants de certains ministères, comme le ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. On les a retirés pour que l'empreinte politique du gouvernement ne vienne pas influencer la prise de décision. Et pour finir, les membres de la Commission des droits de l'homme jouissent d'une immunité. Donc, ils ne peuvent pas être inquiétés pour des actes ou des positions qu'ils ont prises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc, toute chose qui leur laisse la possibilité de se prononcer en toute impartialité, sachant qu'on ne peut pas les poursuivre parce qu'ils ont établi que telle institution ou telle autre personnalité a posé des actes portant atteinte aux droits de l'homme. Très bien. Bon, c'est un cadre de la commission qui parle. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce que dans vos actions, il y a des interférences avec les autres organes qui travaillent avec vous? MINAS, MINPROF, MINJustice. Oui. Sinon, qui fait quoi, jusqu'où et où s'arrête l'action de l'un ou de l'autre? Oui, comme nous parlons aujourd'hui des violences basées sur le genre, la Commission des droits de l'homme a un mandat en termes de promotion et de protection des droits de l'homme suffisamment large. Promotion, protection des droits de l'homme et prévention de la torture, pour que je n'oublie pas, qui touche à tous les domaines de la vie. Parce que les droits de l'homme, ça peut concerner des matières économiques, des matières civiles, des matières pénales. Et la Commission, très souvent, se retrouve à collaborer et appelée à collaborer avec tous les acteurs de la société œuvrant pour les mêmes questions. Et d'ailleurs, la loi le prescrit, qu'en matière de promotion des droits de l'homme, la Commission collabore avec tous les acteurs œuvrant pour des buts similaires, à savoir la promotion des droits de l'homme. Pour ce qui est des questions du genre, le ministère de la promotion et de la femme est le département ministériel en charge de l'adoption des politiques, de la définition des plans d'action et de la prise en charge et du déploiement des actions concrètes pour l'accompagnement des victimes. Quelle est l'intersection avec la commission? Autant la commission reçoit des cas, accompagne les victimes, autant le ministère de la promotion de la femme le fait. Il n'y a pas d'ombrage pour l'un ou l'autre acteur à agir de la sorte.
mais beaucoup plus nous agissons dans une dynamique de collaboration. Parce qu'un cas suivi par tel acteur peut être suivi par l'autre et les uns et les autres se soutiennent. Le but ultime étant de faire cesser une violation des droits de l'homme et de faire... Lorsque nous organisons des campagnes de sensibilisation dans une localité, nous nous rassurons que nous approchons du représentant local de la promotion de la femme et de la famille, des affaires sociales, si c'est pour des questions des enfants et des personnes handicapées, et on se rassure qu'on s'appuie sur ces acteurs locaux pour rendre notre action un peu plus efficace. Donc, il n'y a pas vraiment raison à... Personne n'empiète sur le territoire de l'autre. Personne n'empiète sur le territoire de l'autre. Parce que nous travaillons tous pour le même but, qui est la défense des droits de l'homme. Alors, est-ce que, tout à l'heure, vous disiez que vous avez des prises en charge. Est-ce que ici, c'est juste dans le cadre de l'accompagnement, j'ai envie de dire... pour la connaissance de ses droits, ou alors la Commission des droits de l'homme a un point pour l'accompagnement physique, émotionnel et psychologique et tout ce qui... La question que vous posez rejoint le point sur lequel nous étions en train de parler tantôt, c'est que le domaine de la prise en charge des violences basées sur le genre interpelle un grand nombre d'acteurs. Oui, vous référez. Voilà. Quand un cas arrive à la commission, il y a un membre de la commission qui est médecin, mais il n'exerce pas à la commission comme médecin, gynécologue pour faire des consultations et établir les procès verbaux de viol, par exemple. Donc nous allons nous rassurer que la formation sanitaire la plus proche va faire le travail médical, établir le document médico-légal qui pourra servir. Éventuellement, lorsque vient la question de psychologue, nous allons nous rapprocher du ministère des Affaires sociales, tout comme on peut le faire avec la formation médicale. Maintenant, si on a une victime indigente, les affaires sociales ont des psychologues qui vont faire la prestation à titre gratuit et accompagner la victime. Ce ne sera pas la commission elle-même qui va le faire. Pendant ce temps, la commission est en train de suivre, par exemple, la procédure judiciaire, veiller à ce qu'elle soit enclenchée et nous rapprocher du ministère de la Justice, qui est un autre acteur, pour être sûr que les présumés coupables sont identifiés, qu'une procédure est ouverte, qui sont poursuivis et que cette procédure est menée à son terme. Si on doit parler par exemple d'assistance judiciaire pour une victime qui n'a pas les ressources pour supporter les charges de sa procédure, et il y a une loi sur l'assistance judiciaire, on va aider la victime à introduire sa demande d'assistance judiciaire au ministère de la Justice, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'elle obtienne. Donc le rôle de la commission devient un peu comme un rôle pivot. Et parce que la victime toute seule, qui ne connaît pas tous les acteurs, à partir de la commission, sait déjà quelles sont les démarches à engager. Et bien souvent, l'ombre de la commission dans une telle procédure permet à celle-ci d'être diligentée plus vite. Alors, vous n'êtes pas, on ne va pas faire le procès des magistrats ici, mais est-ce que ici, ça veut dire que vous battez en brèche les défenseurs les associations de défense des droits des femmes qui estiment quand même qu'il y a beaucoup d'actes de corruption de la part de ces magistrats-là, et aussi du fait que beaucoup d'enquêtes n'arrivent pas à leur terme? Bon, ce n'est pas la peine de tirer à boulet rouge sur le corps de la magistrature comme étant celui-là où la corruption serait le plus endémique. Il n'est un secret pour personne que le phénomène de la corruption est un phénomène très prégnant dans notre société. Ce n'est pas quand on est au niveau de la justice qu'on parle de corruption. Maintenant, est-ce que les procédures aboutissent? Est-ce qu'elles n'aboutissent pas? J'ai dit tantôt que bien souvent, les jugements de valeur que les citoyens ordinaires portent sur l'issue d'une procédure viennent de ce qu'ils ne connaissent pas toujours ces procédures. Et parmi les recommandations que j'ai formulées tantôt sur l'efficacité de la lutte contre les violences, j'ai parlé de la nécessité d'outiller les acteurs en termes de ressources, en termes de moyens. Le système judiciaire souffre énormément d'un problème de ressources. Le nombre de personnels, parfois on vous parle même de problèmes de salle d'audience. C'est-à-dire qu'un magistrat a des dossiers, il veut bien programmer l'audience, mais il n'a même pas une salle libre pour entendre ces personnes. On dit par exemple pour les affaires de mineurs qu'il faut que le procès soit fait à huis clos. Si vous n'avez même pas une salle pour pouvoir entendre le mineur pour que son affaire ne soit pas exposée en peu. Donc, autant vous dire, la corruption cède parce qu'elle existe dans notre pays, dans tous les secteurs, mais il faut voir plus loin
parce que les procédures judiciaires sont complexes, elles prennent du temps et très souvent les victimes et les personnes tout autour finissent par conclure très vite à la corruption alors que la procédure doit prendre du temps, alors que les ressources sont limitées, etc. Alors qu'elle peut même encore être en cours et qu'elle... Parfois, si je peux insister sur ce... Parfois, la connaissance des procédures, les nuances, on va dire, pour telle procédure, la Cour d'appel a par exemple sursoit à son intervention en matière civile en attendant qu'il y ait un procès au pénal. Et la victime a tout fait de venir à la commission pour dire on a fait une procédure en matière civile pour viol, pour qu'on paye les dommages et depuis 1 an, le juge ne dit rien de bon. On va examiner son dossier, on lui dit non. En matière judiciaire, tant que le jugement pénal n'est pas sorti, le juge civil ne peut pas rien dire. Donc, comprenez que votre procédure est suspendue et on attend. Donc, parfois, c'est juste la connaissance qui manque. Et la commission est là, elle est ouverte. Venez à la commission, présentez l'état de vos procédures. Vous verriez que là où vous avez vite conclu à la corruption, c'est juste une connaissance de la procédure, peut-être, qui fait problème. Alors, ma question, cette fois-ci, a vraiment plusieurs volets. Je voudrais revenir ici sur la dénonciation. Lorsqu'on sait que les questions de genre et davantage celles autour des femmes sont délicates et sensibles, quelle est l'approche que la commission adopte lorsqu'on a en face de nous déjà des cultures, vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'existe pas, mais jusqu'ici, il y a des gens, même en studio, qui ont affirmé qu'il y a des cultures où la violence est un signe d'amour. Quelle est l'approche que vous, la commission, ici c'est vraiment spécifique, vous prenez lorsque vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous ce type de mentalité? La commission, dans son mandat de protection des droits de l'homme, a plusieurs moyens d'action. La loi nous reconnaît la faculté de faire des arrangements à l'amiable dans son mandat de protection. La loi nous reconnaît la faculté nous donne le pouvoir de faire des descentes, de mener des enquêtes, de réunir des preuves et en ultime recours de référer ou de confier l'affaire au système judiciaire. Sauf que la loi nous défend de faire des arrangements dans les matières pénales. D'accord. Donc, on peut faire un arrangement si M. X doit de l'argent à Mme Y et qu'il n'a pas honoré les échéances de paiement. On va faire un procès verbal de conciliation où la personne mise en cause prend des engagements, fixe des échéances et on va suivre. Mais s'il y a un viol, la loi est claire dans le cadre des infractions pénales identifiées au cours de l'exercice de nos fonctions, nous sommes appelés à en informer le procureur de la République. Donc, pour revenir aux propos que j'ai eu tantôt sur les cultures que j'ai appelées les pratiques culturelles néfastes, si vous avez dans vos traditions des pratiques qui encouragent l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, en raison de son appartenance au sexe, à tel sexe, vous devriez travailler à éliminer ces pratiques. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Si la loi interdit de violenter physiquement une personne, ce n'est pas parce que vous l'avez fait dans le cadre d'un rite de veuvage qu'on va vous excuser. Si vous bastonnez une femme avec, comme je le vois parfois dans la région du Sud, avec des tiges de bananier et que vous lui créez des lésions, ou qu'elle perd connaissance et elle va faire, je ne sais pas, 1 semaine d'hospitalisation. Elle établit un certificat médical. Vous allez répondre devant la loi de vos actes. Et ce n'est pas parce que c'est une pratique ancestrale coutumière que vous serez dédouané de votre responsabilité. Donc, commençons déjà à faire le tri dans nos pratiques, celles qui sont utiles et celles qui ne le sont pas. C'est le lieu, par exemple, ici de parler de la question de l'exigence abusive de dot. Pourquoi est-ce que le législateur, dans le code pénal, a jugé bon de mettre une infraction sur l'interdiction de l'exigence abusive de la dot? La dot est une pratique coutumière qui, à tout bon sens, à première vue, a pour vocation de réunir les familles et de créer des liens. Mais si elle devient un obstacle au mariage, elle devient un motif de chantage et qu'elle peut devenir la cause pour laquelle plusieurs personnes restent en union libre indéfiniment, le législateur a dit il faut que ça cesse.
Donc, si vous êtes le beau-parent qui fait obstacle à un mariage parce que vous n'avez pas reçu 5-10 millions et qu'on vous a plutôt donné 2 millions, si vos enfants ont le courage, encore faut-il qu'il l'ait, de saisir le législateur, vous serez sanctionné pour exigence abusive de dot. Ok, je poursuis dans les volets de ma question. L'approche adoptée cette fois-ci face aux cultures où l'école, on est réfractaire à l'école occidentale ou l'école classique. C'est pareil. Le nouveau code pénal révisé en 2016 a inclus l'infraction de refus d'accès à l'école. Elle est libellée ainsi: un parent qui, ayant des ressources suffisantes, refuse de scolariser son enfant est passible de poursuite pénale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est qui doit dénoncer? Parce que, ayant fait par exemple un tour à Marois, en matinée, pendant l'année scolaire, hein, ça ne heurte personne de voir des petits-enfants dans la rue tout au long de la journée. Des enfants censés être dans des salles des classes. Et lorsque vous posez la question, ils vous disent non, il fera l'école coranique, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est aux citoyens lambda de dénoncer? Est-ce que c'est à la commission de prendre sur elle, de dire aux parents, attention, vous êtes sous le coup de certaines sanctions? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous faites pour ces cas, par exemple? La commission commence d'abord par la sensibilisation. L'année dernière, lors de la semaine de la femme, dans la période du 8 mars, la commission s'est déportée à Marois et dans la localité de Bogo pour la célébration du 8 mars. Mais tout autour, il y avait une série d'activités. On a organisé une causerie éducative avec les femmes de Bogo et on leur a expliqué en long et en large pour ce qui est de l'éducation de la jeune fille, de l'accès aux actes d'état civil, les actes de naissance et pièces d'identité. Et séance tenante, on a identifié tous les cas des personnes, des enfants non scolarisés, des femmes sans pièces d'identité, etc. Et on a maintenant travaillé dans une logique de collaboration avec les acteurs éducatifs du secteur et les mairies pour que ces personnes-là puissent obtenir les documents d'identification et pour que les enfants puissent être scolarisés. S'il est établi que les parents en question n'ont pas de ressources, ils ont souvent, la plupart du temps, besoin d'accompagnement. Parce que l'école publique, elle est gratuite par principe, il suffit que les enfants soient présentés, etc. Donc la commission met sur pied des campagnes et met en lien les acteurs pour que ce genre de phénomène soit réduit à leur plus petite expression. D'accord. On a un autre cas où les femmes ne doivent pas être scolarisées et donc, n'étant pas scolarisées, il va de soi qu'il serait difficile pour elles de connaître leurs droits. Ou alors leur seul droit, c'est de savoir qu'elles sont femmes, elles seront épouses et mamans et elles n'ont rien d'autre à dire. Oui, c'est pour ça que le refus d'accès aux opportunités est identifié comme une violence basée sur le genre. Parce que vous allez avoir une situation comme une sorte de cercle vicieux. Si à l'origine, la personne n'a pas accès à l'école, comment est-ce que plus tard, elle pourra comprendre ce que c'est qu'avoir des droits et les défendre? Et si maintenant, à l'origine, la personne a quand même droit à l'école, à l'éducation, si elle a un certain niveau d'instruction, elle peut donc être apte à connaître ses droits, à mieux les défendre. Donc, il est important que l'accès aux ressources, l'accès aux opportunités soit considéré comme une violence tout aussi grave que les atteintes à l'intégrité physique et morale, qu'on ne voit pas quand on parle de violences faites aux femmes, seulement les bastonnades, les féminicides. Certes, c'est grave, peut-être parce que le sang coule, c'est plus touchant, mais vraiment, chaque fois qu'on refuse à une personne de sexe féminin d'aller à l'école, on est en train de lui refuser un bon nombre des opportunités qu'elle aurait pu avoir en tant que personne adulte dans une société bien organisée. Parlons maintenant des situations où, parce que l'honneur de la famille, il ne faut pas exposer les problèmes internes. Ici, je vois les violences conjugales, je vois même le viol où les auteurs sont très souvent les membres de la famille. Nous en avons parlé tantôt, c'est que la loi a défini ce que c'est qu'une atteinte à la personne.
fut-elle le viol ou l'agression physique, les blessures graves et tout le reste. Maintenant, il y a souvent des considérations dans le cadre des familles qui peuvent amener celles-ci à vouloir garder pour elles les incidents qui sont survenus en leur sein. Mais la commission n'est pas d'accord avec cette manière de faire les choses parce qu'il est hors de question que des personnes subissent des violences. Il est hors de question que des actes clairement proscrits par la loi soient couverts pour des raisons prétendument d'intégrité ou de réputation. Chaque fois que la commission est au courant d'un cas de viol, si on peut prendre un exemple, et qui savait que les familles étaient déjà sur le point de faire les arrangements, et selon ce que la loi qui crée notre institution nous demande, c'est nous qui allons signaler au procureur de la République qu'il y a telle situation de viol, et nous lui faisons part de l'identité des personnes qui sont soupçonnées d'avoir posé cet acte, pour que force revienne à la loi, parce que c'est la loi. Mais si les familles ne réalisent pas le danger qu'il y a à couver un criminel au sein de leur famille, c'est pour ça que vous avez dans certaines familles un cousin qui est réputé être celui-là qui dévierge toutes les nièces, tous les enfants de la famille. Est-ce que pour autant on doit encourager ce genre de pratique? La meilleure manière de faire stopper, c'est de mettre fin au parcours de ce criminel-là. Alors, donc la commission peut prendre sur elle d'être celle-là qui dénonce auprès du procureur de la République telle situation d'atteinte aux droits de l'homme. Lorsque celle-ci constitue une infraction pénale, la possibilité de faire les arrangements, c'est lorsque c'est des matières civiles. Vous avez des problèmes de loyer, vous avez des problèmes de dette, la commission peut encore faire asseoir les parties, établir un procès verbal d'arrangement et vous accompagner dans le respect des engagements des uns et des autres. Mais s'il y a une infraction pénale, ouais, la commission est tenue de communiquer au procureur de la République pour que celui-ci fasse son travail. Notamment poursuivre les mises en cause. Alors, face à la montée croissante de ces crimes sur le genre, comme on l'a dit, il y a des hommes aussi qui meurent sous les coups des femmes. Il y a des hommes qui sont peut-être handicapés ou défigurés du fait des violences subies par leur conjointe. Alors face à cette montée, la montée de ce phénomène, quelle est la stratégie que la Commission des droits de l'homme du Cameroun a mise en place ou a mis sur pied pour, disons, réduire, on ne va pas dire que pour éradiquer complètement, mais pour réduire et même encadrer les victimes de ce phénomène-là? Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, les violences basées sur le genre, c'est celles qui ciblent une personne en raison de son appartenance à tel groupe sexuel, masculin ou féminin, ou à tel rôle social. Et nous l'avons dit, il n'est pas question de dire que c'est seulement les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Si vous avez le sentiment qu'on glisse très facilement de violences basées sur le genre vers violences faites aux femmes, c'est parce qu'en proportion, il y a beaucoup plus de violences faites aux femmes que d'hommes. Mais ce n'est pas une occasion pour ignorer le fait que les hommes sont victimes de violences. Ils sont beaucoup plus victimes de violences psychologiques parce que les termes utilisés, les attitudes ou les sortes de punitions psychologiques qui leur sont infligées, soit dans le cadre familial ou même dans la sphère publique, dans le cadre du travail. Quel est le problème avec les violences faites aux hommes? C'est que les hommes ne dénoncent pas. Et c'est encore un problème de culture. Parce qu'on a appris aux hommes qu'un homme fort, c'est celui qui supporte tout, qui encaisse tout. Et à la fin, ça résulte en des dommages psychologiques. Vous verrez qu'il a été établi que les hommes meurent beaucoup plus que les femmes. Donc, maintenant, qu'est-ce que la commission fait? La démarche, c'est la même. Quand nous faisons la sensibilisation sur la connaissance de ces droits, nous disons à l'intention des femmes et des hommes que chaque fois que vous êtes victime de telle situation d'atteinte à vos droits, vous devez dénoncer. Vous devez prendre sur vous pour signaler aux autorités, forces de maintien de l'ordre, à la justice ou à la commission ou à un acteur social qui peut vous accompagner. C'est la même démarche en matière de protection. Si un homme vient à la commission pour dénoncer une atteinte de ses droits, il sera aussi bien encadré que pourrait l'être une femme, écoutée,
accompagner pour les procédures de prise en charge médicale, judiciaire, psychologique, etc. La protection. Donc, il n'est pas question d'imaginer et surtout pas de conclure parce que une femme a pris la parole sur ce plateau pour parler des questions de violence basées sur le genre, que le cas des hommes est relégué au second plan, que non. Chaque fois qu'il y a violence basée sur le genre, de toute façon, chaque fois qu'il y a probabilité d'atteindre aux droits de l'homme, quel que soit le droit, la Commission des droits de l'homme est habilitée à intervenir et elle le fait autant que possible dans la limite des ressources dont elle dispose. Ah, elle aussi, elle a un problème de ressources. Nous avons parlé, par exemple, de la localisation. Si nous sommes seulement jusque-là dans les capitales régionales, l'idéal serait que, et si on parle de localisation, c'est en termes de personnel, en termes d'édifices, en termes de véhicules, en termes de ressources même financières. S'il faut descendre pour faire des enquêtes, s'il faut aller vérifier les faits, la commission n'est pas appelée à être une caisse de résonance. Si on dit qu'on a égorgé des gens à Nanga et Boko et que la commission veut produire une déclaration, un communiqué ou faire un communiqué de presse pour dire, OK, depuis le mois de mars, il y a chaque jour un cas et tout, il faut qu'on collecte les éléments, il faut qu'on puisse parler du phénomène en sachant de quoi on parle et tout cela, ça nécessite des moyens, de la ressource. C'est vrai que les chiffres sont très souvent difficiles dans notre contexte, mais la commission a-t-elle ces statistiques à elle, de façon générale? C'est vrai que cette année 2023 seulement, on a l'impression que c'est chaque jour qu'on entend qu'une femme a été égorgée. Le drame de Nanga et Boko, le lendemain, on a, le dimanche de Pâques, on a une femme tuée à Douala. Hier encore, on a une épouse tuée à Mokolo. Et le mari qui s'est donné également la mort. Est-ce que les chiffres sont disponibles, tout au moins ceux de la commission? Les chiffres de la commission sont disponibles au bout d'un processus. D'accord. Parce que la collecte des données, il faut une approche scientifique. Donc, lorsqu'il y a un cas, dans l'approche de travail de la commission, on appelle ça les autosaisines. Un usager n'est pas venu pour se plaindre, mais on a eu vent par tout moyen possible de ce qu'il y aurait une situation de violation des droits de l'homme. On va ouvrir par notre propre initiative un dossier, on va aller enquêter. Maintenant, pour avoir des statistiques consolidées, il faut que les enquêtes menées puissent permettre d'avoir au moins des données primaires et ainsi on peut classifier. On va dire, sur 10 cas répertoriés, on a tel nombre de cas de atteinte à la vie, de meurtre ou d'assassinat, on a tel nombre de cas de viol, on a tel nombre. Donc les chiffres, et comme je l'ai dit tantôt, la commission n'étant pas une caisse de résonance, nous ne sommes pas là pour relayer ce qui a été dit dans les réseaux sociaux ou par d'autres médias traditionnels, mais nous devons rassembler nos propres données, les confronter avant de pouvoir prendre position sur un phénomène. Parfois même, la dénonciation qui est faite par réseaux sociaux ne nous le rend pas. L'usage qui est fait de ces outils de communication parfois n'est pas toujours dans l'intérêt des populations. Après investigation, parfois, il s'avère que l'information ou la qualification qui a été donnée au phénomène n'est pas exactement ce qui a été rapporté. Dans notre quotidien, on va tout de suite alerter sur un cas d'arrestation et de détention abusive. Quelqu'un est dans une unité de police et il ne sait pas pourquoi il est là-bas, c'est parce qu'il a des problèmes avec un commissaire. Parfois, il suffit de faire une descente, d'aller collecter les éléments concrets sur le cas pour se rendre compte que c'est quelqu'un qui a été pris en flagrant délit ou qui est poursuivi pour des motifs graves. Il a déjà séjourné pour une période et il y a eu une prorogation formelle de sa garde à vue par le procureur de la République, alors que dans la première information diffusée, il était déjà établi qu'il y a abus, il y a ceci. Donc la commission évite, ne s'empresse pas de se prononcer en termes de qualification, en termes de chiffres. Elle se rassure qu'elle vérifie les informations sur le terrain et avant de pouvoir diffuser ces chiffres. Alors, avant de sortir, peut-être la commission a un message à passer à la population camerounaise. Je ne vais pas spécifier à la population camerounaise parce que ici il est question des droits de l'homme.
Oui, le message de la Commission des droits de l'homme sur la préoccupation relative aux violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre peuvent cibler toutes les personnes, qu'elles soient de sexe féminin ou de sexe masculin. Elles sont généralement camouflées parce que les pratiques culturelles, parce que l'opinion générale les tolère, mais il faut être assez vigilant pour savoir lorsqu'on est dans une situation d'atteinte à ses droits. Il faut encore plus de courage pour dénoncer. Nous devons cesser d'être complaisants, nous devons cesser d'être les complices des situations de violation des droits de l'homme, sachant que lorsque nous perpétuons ces pratiques, si nous n'en sommes pas les auteurs et que nous sommes des spectateurs passifs, nous contribuons à faire de notre société un endroit où règne l'impunité, un endroit où règne la justice populaire. De plus, nous devons faire confiance aux institutions étatiques mises en place, aux acteurs qui travaillent au quotidien pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous ne pouvons pas leur demander d'obtenir des résultats si nous ne collaborons pas déjà pour dénoncer les situations. Quand bien même ces situations sont dénoncées, nous devons être partenaires avec les acteurs fut-il de la société civile, la commission, les forces de défense de l'ordre ou la justice, pour fournir toute espèce d'information qui peut permettre d'établir la vérité. Nous devons tous et chacun nous instruire autant que possible sur la connaissance de nos droits et ne pas attendre que le pire arrive. Vous voyez les mois que ça fait dans toute la communauté lorsqu'on dit qu'une femme a été égorgée, ainsi que ses enfants et d'autres personnes qui étaient à sa charge. Peut-être qu'on aurait pu éviter ça si une personne avait signalé, si quelqu'un avait dénoncé le fait qu'il y a un ex-compagnon qui formule des menaces de mort, etc. Cet individu, peut-être aurait-il été arrêté, qu'il aurait été mis hors d'état de nuit. Nous sommes tous concernés. La promotion et la protection des droits de l'homme nous interpellent tous. Pour ce qui est de la Commission des droits de l'homme, elle a mis sur pied un mécanisme pour faciliter le contact avec les populations. C'est le 1523. C'est un numéro vert que vous pouvez appeler à partir de n'importe quel réseau de communication. Aussitôt que vous aurez appelé, vous serez pris en charge. Et également, il faut que les citoyens apprennent à savoir que les procédures ne se résolvent pas du jour au lendemain. Parfois, c'est un chemin de longue haleine, une question de patience. Mais si on a confiance aux acteurs, comme à la Commission des droits de l'homme, qui est une institution indépendante, on peut espérer avoir un résultat au bout du parcours. Bon, on espère que la ligne n'est pas surchargée sur le 15-23. Elle l'est souvent, mais il faut être patient. Si vous appelez et que la ligne est surchargée, il faut insister. Parce que comme les cas sont récurrents, parfois au moment où vous appelez, quelqu'un d'autre aussi appelle. Soyez juste patient. Alors, Émilie Carole Adjomoela, merci. Merci encore pour d'avoir accepté notre invitation, pour toutes ces informations, pour cette édification. Et bon retour à Yaoundé. C'est moi qui vous remercie, Oriane. J'espère qu'avec cette tribune, nos concitoyens en ont appris un peu plus sur qu'est-ce que c'est que les violences basées sur le genre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la Commission des droits de l'homme peut faire pour que ce phénomène puisse prendre du recul. Merci encore. Nous reviendrons peut-être vers vous pour un autre sujet, puisque vous êtes là pour défendre les droits en général. Il ne s'agit pas seulement... Et les droits des femmes en particulier. Oui. Je suis point focal. Bon, je parle de la Commission en général, oui. Puisqu'il est question des droits de l'homme. Nous pourrons avoir à vous appeler, pas vous personnellement, mais la commission pour un autre sujet. Merci encore pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain. On a fait une lettre, hein?